Voilà. Alors, je pense... Je vais vous partager mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Voilà. Non. Oui, c'est bon. Oui. C'est bon, c'est bon. Donc, nous avons fait notre... Vous ne le voyez pas? Non, je ne le vois pas. Mais bon, si tout le monde le voit, je pense qu'il doit y avoir un souci sur le portable. Ouais, c'est possible. En tout cas, il n'y a pas énormément de... Voilà, on va plutôt s'exprimer aujourd'hui. L'objectif, c'est vraiment d'écouter d'enregistrer vos réactions, d'écouter vos problématiques éventuelles. Je vais laisser la parole à Loïc Bragard, qui est directeur du cabinet SPQR, qui nous a accompagnés dans notre étude et dans notre objectivation du modèle mandataire. Donc, il y a quelques éléments concernant la professionnalisation donc à vous transmettre. Et ensuite, je vous laisserai la parole sur l'état des lieux dans vos structures, notamment donc en vous posant les questions suivantes. Pouvez-vous définir ce qu'est la professionnalisation au sein de votre structure, de votre département, etc. Comment pouvez-vous comment connaissez-vous l'offre de professionnalisation, ces dispositifs? Y a-t-il des freins à la professionnalisation et quels seraient vos besoins? Avant de laisser la parole à Monsieur Bragard, je vous avais aussi envoyé une enquête flash pour connaître un petit peu pour vous interroger et connaître un petit peu vos difficultés éventuelles. En synthèse, ce que je pourrais donc vous dire, j'ai eu une vingtaine de réponses. Donc, il y a à peu près la moitié, 50% des structures qui connaissaient les systèmes de professionnalisation, seulement la moitié. Et donc, les autres rencontraient donc des difficultés, d'une part, pour mobiliser les salariés, pour aller en formation. D'autre part, les remboursements qui étaient trop longs, donc plus de 2 mois. On m'a fait la remarque que c'est un manque à gagner pour les intervenantes qui refusent donc de repartir en formation. Donc, l'objectif serait vraiment de pouvoir alléger ces démarches administratives. Car on m'indique que c'est un public qui n'est pas habitué à l'informatique, qui n'est pas habitué à la lourdeur des démarches. Ensuite, une autre structure qui témoigne en disant qu'elle a mis en place un RAVI, donc en Ille-et-Vilaine. Donc, je ne sais pas si la personne est là autour de la table, je ne pense pas. Donc, cette première session se tiendra en mars. Et on m'indique qu'il a été difficile de motiver les SPE à y participer, malgré les visios qui ont été proposés. Voilà. Ensuite, j'ai une autre question sur la professionnalisation des intervenantes sur la Martinique. Et puis, difficulté de constitution des dossiers. Et puis, comment inciter les salariés aussi à partir en formation. Ça, j'en ai parlé tout à l'heure. Voilà un petit peu... en gros, donc méconnaissance aussi de l'offre, donc d'où l'intérêt de ce groupe de travail justement pour y travailler. Voilà. Je laisse la parole à Monsieur Bragard. Donc, est-ce que vous voyez donc le slide? Non. Un accès à la formation professionnelle parfois complexe. Pourquoi je ne le vois pas, moi? Par contre, Nathalie, peut-être pouvez-vous mettre en plein écran, oui. en mode diaporama. Voilà. Voilà, on le verra mieux là. Est-ce que tout le monde le voit du coup? C'est OK? Oui. Non, je ne vois pas. Non? Qui sait qu'il y a un problème encore?
Non, c'est bon. Écoutez, voilà, sans prendre trop de temps, mais c'était l'intérêt aussi d'avoir cet échange ce matin, parce qu'en effet, sur le diagnostic qui a été présenté il y a quelques semaines, ainsi que, enfin, qui a été présenté en fin d'année, ainsi que le diagnostic qui a été présenté lors de la session aux adhérents, il a été remonté un des points qui ressort assez fortement, c'est-à-dire l'accès à la formation, qui, comme le disait Nathalie précédemment, rencontre quelques difficultés qui ont été résumées de la façon suivante, c'est-à-dire qu'en fait, premièrement, un constat relativement important que une très forte majorité déclare donc du coup ne pas utiliser la branche formation, enfin la formation de la branche, je veux dire, et qu'en totalité, seulement 35% des répondants ont déclaré orienter les particuliers employeurs vers l'offre de formation. Or, c'est un sujet qui ressort régulièrement parce que l'emploi, donc le particulier employeur, suppose un certain nombre d'obligations, un certain nombre de règles, un certain nombre de savoirs, qui est un des freins importants dans potentiellement le développement ou en tout cas les raisons de l'évolution du mandataire. Être employeur, c'est complexe, c'est peut-être inquiétant, surtout pour des personnes qui sont parfois en perte d'autonomie. Alors que justement, par ailleurs, il y a une offre potentielle de formation pour justement accompagner les particuliers employeurs. Donc seulement 1 sur 3 déclare s'orienter vers ces formations de branche. Le deuxième point qui était ressorti dans les échanges, alors les échanges, je vous rappelle, il y avait à la fois un questionnaire, à la fois des entretiens et à la fois des petites séquences de travail. Le croisement de tous ces aspects avait abouti à ce qu'il y ait aussi un deuxième constat, que le catalogue de formation pouvait être parfois, alors encore une fois, ça reste des interprétations globales, mais parfois pas suffisamment étendu, de sorte à mieux correspondre aux besoins immédiats. Quand je dis aux besoins immédiats, sur des sujets qui sont peut-être un peu plus singuliers, sur lesquels vont se confronter les particuliers employeurs. Donc, on avait notamment un axe qui avait été remonté, identifié, qui était le champ du handicap. Sur le champ du handicap, il y avait un souhait de développer certaines offres, notamment la question de comment accompagner le handicap moteur lourd ou le handicap psychique, tout ce qui est autour de des gestes et postures, mais également de mettre en place des actions individuelles sur la question de la montée en compétence des salariés particuliers employeurs. En filigrane, ce qui est ressorti, c'est que le déploiement donc, par Hyperia d'un conseil en orientation et en évolution professionnelle pour justement accompagner les salariés particuliers employeurs pour leur permettre une montée en compétences au long du parcours, donc grâce à ce parcours donc, de formation, pourrait permettre d'étayer justement les dispositifs de formation existants. Donc ça, c'était le premier, je dirais que c'est le constat qui a été fait là-dedans. Par contre, avec un point, c'est ce qui est écrit en bas à gauche qui est à souligner également, c'est que le départ en formation des salariés, donc particuliers employeurs, dépend de la volonté des particuliers employeurs, donc de fait, ce qui du coup peut constituer un frein à l'accès à la Fort Pro. C'est-à-dire qu'en fait, forcément, quand on dépend de son employeur, on n'a pas totalement la liberté de pouvoir partir en formation. Donc il y a quand même un sujet qui va être des deux côtés, ça veut dire à la fois accompagner les salariés particuliers employeurs sur la possibilité de mieux former le particulier employeur, de mieux former le salarié particulier employeur pour justement répondre à des besoins qui sont exprimés par les acteurs sur certains sujets, notamment sur la prise en charge, mais qui aujourd'hui peuvent être un frein parce qu'on se dit, pendant qu'il y a de la formation, qu'est-ce qui se passe, j'ai personne, enfin voilà, ça peut générer quelques craintes. Si on passe juste après, Nathalie, ce qui était un deuxième point qui ressortait, c'est la question des modes d'intervention, d'une évolution, d'amélioration des modes d'intervention du mandataire. Puisque là aussi, sur l'enquête, on avait suggéré aux participants de faire remonter, d'identifier des axes d'amélioration du mode mandataire, et notamment les principaux facteurs remontés, exprimés par les enquêtés.
Donc, on a 3 sujets principaux qui sont ressortis de l'étude et de l'enquête. Une amélioration de la communication. Aujourd'hui, il y a une méconnaissance de ce sujet-là, auprès des particuliers ou de potentiels particuliers employeurs, mais surtout, je dirais, des acteurs institutionnels. On sait, on en a déjà dit à plusieurs reprises, il y a un frein, il y a une défiance, il y a des interrogations au niveau du mandataire de la part des acteurs institutionnels, en premier lieu des départements, qui voient le mandataire comme potentiellement une déviance, un enrichissement, un manque de contrôle, etc. Et c'est aussi où ça peut être, en tout cas d'après les personnes qui ont pu répondre, l'objet, enfin ça peut être l'origine, on peut la trouver dans un manque de communication et peut-être de clarification. Deuxième sujet, la question de l'attractivité. Bon, de ce point de vue-là, je pense que c'est quoi qu'il arrive, le secteur de l'aide à domicile et plus particulièrement du maintien à domicile dans le champ des personnes âgées ou en perte d'autonomie, qui est important, enfin qui est en tout cas qui touche tous les secteurs. Là aussi, étaient ressorties plusieurs choses, la question des indemnités de déplacement, la question d'un tarif de référence un peu plus important et homogène et équitable de partout, justement pour limiter le reste à charge de l'usager tout en rémunérant mieux le salarié. Ce sont autant d'éléments qui ont été évoqués. Et le troisième sujet, c'était de travailler sur les pratiques professionnelles, les pratiques du mode mandataire. C'est-à-dire que les mandataires qui s'exercent dans ce secteur, comment peuvent-ils contribuer à faire évoluer les pratiques, à mettre en place des actions qui soient à la fois auprès des particuliers employeurs comme des salariés, pour justement peut-être aussi répondre à la question du dessus, l'attractivité et à la qualité de prise en charge. Donc ça, c'était le deuxième point sur le mode mandataire, l'intervention mandataire dans le cadre de l'enquête. Et on a fait un petit nuage de mots qui était en fait, qui est simplement ce qui ressort le plus souvent des réponses aux questions. Comment indiquer à la question, comment endiguer la baisse d'activité? Les mots qui sont les plus gros sont les mots qui ont été le plus souvent cités par les enquêtés. Donc, mon mandataire, évidemment, mais on retrouve systématiquement la notion de communication très fortement, mais on va retrouver le déplacement, on va retrouver l'employeur, on va retrouver la question de l'emploi, du salaire. Voilà, c'est des choses qui vont revenir régulièrement. Peut-être troisième. Alors, je n'ai mis que ces 2 slides, en fait, Loïc. Ah, j'ai cru qu'on avait mis. Bon, c'est pas bien comme, grave. ouais. Non, bah après, c'est pas bien grave. Après, ce qu'on pouvait juste préciser éventuellement sur ce champ d'action, c'est que, bon, on avait évoqué la visibilité qui était parfois un peu limitée du mode mandataire. Donc, ça, c'est comment finalement mieux communiquer. Et quand je parle de visibilité, là, on parle ce matin de la question de la formation, de la professionnalisation, etc. La communication, c'est aussi savoir communiquer sur ses propres offres. C'est-à-dire comment le secteur du mandataire peut lui-même, dans son propre secteur, dans son propre environnement, communiquer, partager, informer sur ce qu'il met déjà en place. On ne parle même pas encore, ce qui sera un sujet par ailleurs, de développer d'autres choses pour structurer, aider, répondre aux problématiques, ça on l'a dit, mais c'est aussi comment faire en sorte de faire connaître ce qui existe déjà et ce qui peut marcher déjà. Parce que quand on va dans la question de la formation de branche qu'on évoquait juste avant, s'il y en a des 2/3 qui n'y vont pas, c'est parce qu'il y a des freins qui sont autres que la communication, mais il y a aussi parce qu'il y a un manque d'information. Donc c'est un point qui est relativement important. Voilà, donc si je reprends, c'était ces principaux points qu'on voulait aborder. Après, sinon, je vais reprendre tout le diagnostic, donc c'est pas forcément la peine de revenir sur tout ça. Mais voilà, peut-être vous faire réagir éventuellement sur ces éléments-là. Nathalie, je veux savoir un peu comment vous comptez animer. Oui. Exactement. Voilà, parce qu'en fait, là, on va se focaliser sur la professionnalisation. Donc, effectivement, merci Loïc pour ce panorama général, puisque ça nous donne quand même vraiment un aperçu voilà, des répondants. Et maintenant, voilà, on peut voilà, faire réagir chaque structure sur déjà comment définir la professionnalisation. Qu'est-ce que vous mettez derrière ce mot et voilà, quelles sont vos attentes? Donc,
Moi, je peux bien prendre la parole. Nous, Oui. on a mis en place une réunion d'information, justement. Madame Pantanella est venue au sein de notre ville. Et en fait, on a été un peu déçus parce que sur une cinquantaine de salariés, on n'a eu que 9 salariés qui sont venus. Et donc, on aimerait savoir comment faire pour donner envie en fait aux salariés de venir en fait et de se former. Parce que pour nous, c'est important la formation parce qu'on sent que sur le terrain, il y en a besoin. Mais quand on met en place des choses, il n'y a pas beaucoup de volontaires, donc on ne sait pas trop comment faire. Est-ce que d'autres structures ont eu ce même problème? Oui, tout à fait. Nous, on a eu la même chose. On a organisé des réunions d'information sur tout ce qui pouvait du coup intéresser un salarié, qu'est-ce qu'on peut nous lui offrir à notre niveau, et dont la formation. On a fait par contre des petites réunions sur tout le département, comme on intervient sur le département de la Haute-Vienne. Et à chaque fois, sur ces réunions-là, on a essayé déjà de convenir avec, je dis elles parce que c'est majoritairement des femmes, au moins à un moment donné dans la semaine, à un instant T, voilà, sur une dizaine de salariés, quand on faisait des petits groupes, quel était le meilleur créneau. Et même en faisant ça, en les contactant chacune, une à une, pour convenir d'un créneau, on n'a pas réussi à avoir un nombre suffisant à chaque fois dans chaque commune. D'accord. Et c'est forcément en présentiel, parce qu'elles n'ont pas accès forcément à des moyens numériques pour être en visio. Moi, je trouve que c'est compliqué, oui. Ouais. Je trouve qu'à ce jour, c'est compliqué parce que déjà, ça leur prend du temps, c'est du temps qui n'est pas rémunéré. Le soir, après, je pense que beaucoup ont aussi une vie de famille, donc c'est compliqué de les solliciter à nouveau. Après, peut-être qu'on n'ose pas faire des choses qui, peut-être pour elles, sont accessibles. Hein, je ne sais pas. Voilà notre tour. Merci. Donc, je vois que la GADAX a levé la main. Je ne sais pas qui, si c'est Fanny, si c'est Oui, c'est Fanny. Josette. Fanny, d'accord. Oui. Fanny. Alors, moi, ce que je fais, donc je prépare un document avec une offre de formation. Donc, Oui. les formations, je dirais, de base qui nous semblent les plus importantes. En fait, on fait trois modules, les formations de base, après les formations sur les maladies, etc. Et on monte en puissance. Donc, je leur envoie à toutes ce document en début d'année et elles s'inscrivent. Alors, c'est vrai que j'ai beaucoup d'inscriptions et après, au cours de l'année, quand je les relance en disant « vous vous êtes inscrite pour cette formation, je la mets en place », là, j'en ai beaucoup qui s'échappent. En fait, moi, ce qui m'est remonté, bon, c'est surtout le retard dans les remboursements. Moi, c'est ça, une fois elles sont contentes une fois qu'elles y ont goûté. Bon, après, c'est beaucoup de phoning. C'est vraiment les convaincre et j'y passe quand même pas mal de temps. Mais j'en perds en route, effectivement, souvent. D'accord. Donc, elles ont du mal après à se mobiliser. Elles sont motivées Voilà. au départ Elles sont quand elles sur le papier, reçoivent. elles sont partantes en début d'année, ça les intéresse. Mais après, quand la formation arrive, eh bien, elles ont toujours des bonnes excuses pour ne pas y aller, je dirais. Parce que les formations, c'est sur combien de temps et ça les 2 mobilise? jours, 3 jours en général. Mais elles sont payées en général. Elles sont payées. Elles sont Oui, payées. elles Mais le elles sont savent. payées avec 2 mois de retard. Donc, c'est un manque à gagner pour elles sur le moment. D'accord. Voilà. Et là, ce qui va se produire en plus, puisque nous, on a mis en place la mensualisation au mois de juin dernier, ce qui va se produire là, à partir du mois de juin, c'est que quand elles vont partir en formation, l'employeur va devoir, s'il prend une remplaçante, va devoir les payer la remplaçante, les payer à elle. Bon, ça va être compliqué. Je ne sais pas comment on va l'organiser trop. D'accord. Donc là, il y a ce problème des remplacements. Hein. Donc, Oui. on en parlera peut-être après. Je vois que notre personne a levé la main. Je crois que c'est Julien et Colline. Oui, alors nous, au niveau de la formation, pour le moment, on n'a rien mis en place réellement. Parce que pour nous, en fait, les démarches administratives et tout ce qui est à mettre en place nous semble très, très, très compliqué vis-à-vis des intervenantes. Plus après, effectivement, la question du remplacement quand elles partent en formation. Parce que sur certaines situations, on ne peut pas laisser les employeurs seuls. Hein. Sur certaines situations, il y a des besoins.
Pourtant, il y a un réel besoin, effectivement, de formation, une envie de formation par rapport des intervenantes, mais également vis-à-vis de l'agrément. Dans l'agrément aujourd'hui aussi, on nous demande d'avoir des salariés soit diplômés ou avec de l'expérience. Et il ne faut pas perdre ça non plus, finalement, ce but, parce que c'est important. Mais effectivement, nous, sur le Grand Est, alors je sais que je devais rencontrer une fois une dame de Hyperia, alors maintenant le nom m'échappe, qui devait venir nous voir. Finalement, ça n'a pas pu se faire pour voir par rapport aux différents centres de formation sur place ce qui pouvait être fait en présentiel et ce qui peut être fait en visio. Après, effectivement, il y a une catégorie des intervenantes qui peuvent suivre des formations en visio parce qu'elles ont les capacités, les outils informatiques pour le faire. Mais effectivement, il y en a encore certaines qui, aujourd'hui, l'informatique, ce n'est pas leur truc. Ou alors, vous pouvez organiser en visio, mais au sein de votre agence, en fait, de votre structure, que les personnes viennent, plutôt que de se déplacer peut-être un peu plus loin ou dans une autre ville. Pour parler, après, c'est vraiment un projet qu'on a au sein du service sur l'année 2024, c'est de pouvoir mettre en place la formation, de faciliter toutes les démarches administratives. Alors nous, on a de la chance, c'est que Famille Emploi fait partie d'un réseau associatif où il y a d'autres structures, il y a un service prestataire et où il y a déjà effectivement des formations qui peuvent être proposées. Donc après, à voir comment tout ça peut être lié, si les salariés des particuliers peuvent intégrer ces formations-là ou pas, de comment tout ça peut être fait. Donc il y a vraiment un gros travail qui est en train de se décompter aussi là-dessus à notre niveau. Mais c'est vrai que je me rappelle, quelques années en arrière, on avait une chargée de projet qui était venue travailler chez nous, qui avait monté 2 formations, une plutôt sur de l'aide à la personne et une sur du ménage. Quand je me rappelle le temps qu'elle avait passé pour monter les dossiers, entre faire la formation, les dossiers de remboursement, elle y avait passé un temps fou et avec ma collègue, on a toujours dit c'était impossible pour nous de le mettre en place parce que ça nous demandait un temps fou et qu'on n'avait potentiellement pas les moyens humains, nous aussi, pour pouvoir combler le temps qu'on passerait sur tout ce qui est professionnalisation, de ne pas le passer sur des autres choses. D'accord. Très bien. Je laisse la parole à Julie, de chez Nos Aînés. Oui, justement, concernant, je rebondis sur les démarches, je trouve qu'elles sont quand même aujourd'hui plus simplifiées. Dossier d'inscription, remboursement. Avant, il fallait passer par le particulier employeur. C'est le particulier employeur qui était, lui, remboursé. Enfin, bon, j'étais pas là à ce moment-là, moi, ça fait que 4 ans que je suis là. Apparemment, c'était vraiment c'était très compliqué à mettre en place. Et j'ai trouvé là, nous, on a mis en place une formation SST en octobre dernier. Donc oui, alors la mobilisation des salariés, ça n'a pas été simple. Au début, comme vous disiez, sur le papier, elles sont toutes intéressées. Puis au final, voilà, elles ont d'autres choses à faire. La vie perso, la vie pro aussi leur prend beaucoup de temps. Parce qu'elles sont très investies dans ce qu'elles font et elles veulent pas ne pas intervenir chez les particuliers employeurs. Donc, elles veulent pas laisser la main, elles veulent pas être remplacées. Donc, souvent, elles sont quand même très impliquées. Donc, c'est difficile de les mobiliser. Et je reviens donc sur les démarches. Je trouve quand même plus simple aujourd'hui. Voilà, avec le remboursement aussi. Alors, je n'ai pas eu de retour sur la durée trop longue du remboursement. Je crois que le mois d'après, elles étaient prévenues et le mois d'après, elles étaient remboursées. Donc voilà, je n'ai pas eu de retour par rapport à ça. La difficulté, nous, c'est qu'on est une petite structure. Elles sont 24 salariés. Et donc, pour mettre en place des formations, il faut qu'elles soient un groupe de 10 souvent. 10 sur 24, pour nous, c'est quasiment impossible à mettre en place. Donc là, on est en discussion parce qu'en fait, c'est vrai que la professionnalisation, c'est important puisque
je pense qu'on constate tous les difficultés de recrutement et certains arrivent et ne sont pas formés. Donc là, il y a des vraies difficultés sur le terrain, des techniques qui manquent, des compétences à acquérir. Et donc, quand on veut faire partir voilà, j'ai 2 salariés, par exemple, là, qui ne sont pas formés. Ça fait 1 an qu'elles sont avec nous, mais voilà, avec des besoins de se former. Mais elles ont des besoins, donc elles sont 2 à ne pas être formées. Elles ont des besoins différents en formation. Donc, c'est très compliqué de les inscrire sur des formations puisque voilà, un formateur pour 2 salariés, ça ne va pas. Donc, on essaye de trouver des solutions avec Stéphanie Bossé de Hyperia. Mais voilà, c'est vraiment pas simple dans le sens où, voilà, 2 salariés avec des besoins différents en formation. Là, depuis, je pense que ça fait 2 mois qu'on essaye de trouver des solutions. Donc, voilà, pour qu'elles participent à des modules, de trouver les organismes de formation, peut-être d'intégrer des groupes aussi, d'autres groupes, voilà, on essaye de trouver des solutions. En tout cas, nous, c'est vraiment la difficulté qu'on a aujourd'hui. Très bien, merci beaucoup Julie. Et je vais laisser peut-être la parole à Julie Franco qui vient d'arriver, peut-être le soin de se présenter. Oui, bonjour, excusez-moi du retard, je n'arrivais pas à me connecter correctement. Bonjour. Bonjour, moi je suis responsable de secteur sur un service mandataire dans la Drôme, Archer. Voilà, je suis en poste depuis peu et je suis chargée du projet de formation sur cette année, voir les possibilités, puisque depuis 2 ans, le service était un petit peu en restructuration, rien n'a été fait. Donc là, je commence juste à faire des recensements en besoin de formation pour voir au niveau de nos salariés ce qu'il en est. Voilà, donc je suis toute neuve encore. Très bien, merci beaucoup. Donc en fait, pour vous faire un petit récapitulatif, donc là aujourd'hui l'objectif c'est vraiment de poser un petit peu vos besoins, vos problématiques, donc définir ce que c'est que la professionnalisation pour vous, si vous connaissez l'offre, ses dispositifs, si vous rencontrez des freins, et voilà, donc vraiment l'objectif c'est que vous exprimiez tous vos besoins. Donc là, déjà, si vous souhaitez intervenir, on a déjà fait un premier tour de table, avec les soucis suivants, les soucis de mobilisation des salariés des particuliers employeurs, étant donné qu'au départ, ils sont motivés lorsqu'ils reçoivent notamment un catalogue de formation, mais au moment de s'inscrire ensuite, ils ne sont pas forcément disponibles parce que voilà, chacune a ses contraintes aussi familiales. Le souci qui peut exister, c'est le retard dans le remboursement. Alors, je voulais une précision, peut-être Josette, parce qu'on parle de remboursement, mais en fait, c'est pas un remboursement, c'est une subvention qu'on va leur donner quand elles suivent une formation. Elles ne vont pas avancer de l'argent, c'est bien ça, ou Fanny? Oui, c'est ça, oui. En fait, elles reçoivent donc le montant de leur salaire, du remboursement des frais et un peu plus tard un bulletin de salaire qui était édité par Hyperia. Ah voilà, c'est pour ça que vous parlez de remboursement. En oui, fait, mais c'est salaire plus toujours remboursement de frais. Avant, c'était un remboursement, effectivement. Ce n'est plus le cas. Ça simplifie quand même les choses, oui. Mais par rapport à ce qui était évoqué avant, Fanny, dans la mesure où elles sont payées par l'organisme de formation, ça n'est plus l'employeur qui paye. L'employeur, non, lui, c'est plus le cas, non. Donc l'employeur, quelque part, il a une capacité à reprendre quelqu'un en remplacement. Après, il faut ajuster les délais pour pas qu'il ait des choses à payer en même temps. Mais globalement, quand la salariée part, la salariée, elle est rémunérée par l'organisme de formation et donc il a une capacité à prendre quelqu'un en remplacement. C'était juste pour bien, on soit bien au clair là-dessus. Hein. Oui, ça c'est effectivement, c'est important. Bien sûr. Bien sûr. Par contre, ce que j'ai cru comprendre, c'est que certaines salariées étaient tellement fidèles à leur particulier employeur, elles ne voulaient pas être remplacées, peut-être par crainte, voilà. Et donc, voilà, envisager peut-être des formations sous d'autres formats, parce que là, les formations, c'est des journées complètes.
Ou des demi-journées? Journée complète. D'accord. Oui, donc en semaine. En semaine. Donc avec obligation d'être remplacé forcément ou oui, d'accord, je comprends. C'est ça. Ouais. Très bien. Je vois Julie qui a la main levée. C'est de tout à l'heure ou vous voulez intervenir? Oui. Oui, en semaine, donc oui, sur des journées, mais aussi on a pu, là sur la dernière, on a pu mettre en place le samedi, 2 samedis toute la journée. C'était aussi difficile de les mobiliser toutes parce qu'elles travaillent aussi le week-end en fait. Elles travaillent un week-end sur 4 ou sur 5. Donc plus on leur rajoute, pour elles, voilà, on rajoutait encore, et là, elles travaillaient donc de nouveau la formation était proposée le samedi toute la journée, donc c'était encore un samedi mobilisé sur leur planning. Donc c'est possible aussi de mettre en place les formations le samedi, mais voilà, ça fait encore D'accord. en plus. D'accord, je comprends. Oui. Très bien. Est-ce que d'autres personnes veulent témoigner? Alors, on peut passer peut-être à la question suivante. Donc, comment appréhendez-vous cette offre de professionnalisation? Comment connaissez-vous ces dispositifs? Donc, vous avez un partenaire privilégié de formation. Voilà, donc je vous laisse la parole un petit peu sur voilà, la connaissance des dispositifs. Est-ce qu'une fois par an, on vous envoie un catalogue, vous sélectionnez les formations? Puisque tout à l'heure, Fanny, je crois, m'indique de l'AGAD 40, indiquait qu'elle prépare ensuite une offre de formation qui est adaptée aux besoins de ses propres salariés, du particulier employeur. En 3 parties, donc c'est ça, formation de base, les maladies, et la 3e partie, c'était? Après, il y a tout ce qui est mobilisation, apprendre à mobiliser sur la personne avec du handicap, plus particulièrement. D'accord. Très bien. Donc voilà, donc, je vous laisse la parole. Julie? Vous avez levé la main, je crois. Il y a 2 Julie, je crois. Ah oui, Julie chez nos aînés qui a levé la main. Oui, oui. Aujourd'hui, nous, les formations, c'est ça aussi, hein, on a des besoins, donc surtout sur les techniques au domicile, quand la personne devient très dépendante. Mais en fait, notre relation avec Hyperia, il faut solliciter Hyperia régulièrement, en fait. Après, la relation est très bonne, mais c'est toujours, en tout cas chez nos aînés, de faire la démarche de solliciter, d'obtenir le guide de formation. Voilà. Donc, voilà en tout cas, nous, notre fonctionnement avec Hyperia. D'accord. D'autres structures? Oui, Fanny? Ah ben. Oui, alors en ce qui nous concerne, donc moi je regarde sur le site en début d'année, tout simplement. Je regarde les formations qui existent, les nouvelles formations. Nous, on a l'habitude de faire comme ça. Ensuite, on travaille avec le Greta. Je suis désolée, il y a du bruit, on est en travaux, si vous entendez taper. Donc après, je travaille essentiellement avec le Greta, Sud-Aquitaine. Oui. Donc, je me cale avec eux, en fait. Je leur indique toutes les formations que je veux mettre en place. Ils me trouvent des dates et puis après, ça se fait tout simplement, quoi. Je constitue mes groupes et je fais l'administratif en général. Alors, vous n'avez pas de souci de nombre de salariés, puisque j'ai entendu tout à l'heure qu'il fallait des groupes au moins de 10 personnes. Donc, vous avez le quota. J'arrive à faire des groupes à moins de 10 personnes. J'ai toujours les 10 au départ, mais au final, j'en ai plus que 6 en général, 6 ou 7 maximum. Et ça suffit? Ou ils sont intégrés dans un autre groupe? Non, ça suffit. D'accord. C'est suffisant. OK, d'accord. Alors, je vois Julien et Colline. Nous, au niveau de Famille au Plan, en fait, c'est vrai qu'on n'a pas on connaît pas la personne de Hyperia qui est en charge du Grand Est.
Et du coup, ça nous bloque aussi parce qu'on n'a pas de contact pour appeler, pour poser nos questions aussi. D'accord, mais d'où l'intérêt de ce groupe de travail pour la mise en relation aujourd'hui. C'est ça, voilà. Et effectivement, je pense que si on a bien sûr la personne, des coordonnées, ça faciliterait aussi les choses. Et on arriverait après, effectivement, à envoyer les salariés en formation et à trouver assez pour avoir les nombres de salariés qu'il faut au niveau des groupes. Hein. S'il faut une dizaine de personnes, je pense que ça devrait le faire et on devrait arriver à les solliciter pour avoir les 10 personnes au minimum par formation. Très bien. Je vois Virginie Doge de la DEPAD. Oui. Nous, c'est que du coup, on fonctionne plutôt avec l'organisme de formation qui est chez nous IGL, qui est en lien avec du coup Hyperia et qui propose toutes les formations qu'Hyperia peut proposer. Et tous les ans, du coup, on envoie aux salariés un document et on attend les retours. Et alors, on n'a pas réussi, nous, depuis un an ou depuis le Covid, en fait, à retoucher les salariés, même avec toute la communication qu'on leur envoie. Et par contre, si on arrive à faire une session de formation, donc nous, c'est assez large. On n'a pas voulu sélectionner pour les salariés. On propose quand même, je crois, je dirais une bêtise, mais pas loin d'une vingtaine de formations que IGL peut proposer du coup avec Hyperia. Et si toutefois il y a une session qui n'est pas complète, on peut la mutualiser sur toute la Haute-Vienne. C'est-à-dire qu'on va les chercher dans les autres structures mandataires s'ils ont des salariés à proposer. Et ça, c'est pas trop lourd à gérer. C'est très lourd. Mais après, c'est qu'on essaye, en fait, on essaye tellement de défendre la formation et de se battre pour la formation qu'on essaie de tout faire. Mais à ce jour, depuis le Covid, je crois qu'on a réalisé, sans mentir, une session de formation. Parce que donc les SPE ne se mobilisent pas. Non, ça ne les intéresse plus. D'accord. Alors peut-être aussi que si elles reçoivent un gros catalogue avec 20 formations, elles sont peut-être un peu perdues. Non, ce n'est pas un catalogue, on leur envoie juste un document. Oui. En fait, on va plutôt nous tourner l'information en envoyant chez le particulier employeur avec les bulletins de salaire. Oui. Et on fait après, du coup, une communication un peu en off quand on les a au téléphone. Mais c'est une feuille, en fait, avec des grands items. Et à l'intérieur des grands items, c'est vraiment une liste, en fait, comme une liste de courses. Et si elles veulent plus d'informations, elles reviennent vers nous. Alors, peut-être que ce n'est pas la bonne solution non plus. Hein. Et elles ne reviennent pas. D'accord. Et une fois par an, vous n'organisez pas non plus une petite présentation des différentes formations Alors, pas une présentation de la formation en elle-même, mais par contre, comme je disais, on fait des petits groupes de réunions dans l'année. Mais du coup, voilà, faut qu'on essaye de toucher tout le département, c'est assez compliqué. Donc, on essaye de prendre des points assez stratégiques et on a fait une dizaine de réunions en plus, mais qui concernent toute l'organisation du salarié et dont la formation. Et ça, vous le faites en dehors des heures de travail? Oui. C'est ça. Et elles se mobilisent? Non. Non, ça c'est faible. Alors, je dis pas, on a quand même quelques salariés qui se déplacent, hein, mais c'est faible par rapport à la totalité des salariés. D'accord. Et comment faites-vous pour mutualiser avec tout le département? Vous prévenez qui? On appelle les autres structures mandataires avec qui on a l'habitude, ou sinon c'est IGL, le centre de formation, qui peut s'en occuper aussi. D'accord. De ce côté-là, on rencontre du coup IGL tous les ans pour voir le catalogue des formations qu'ils proposent. Et des fois, ils nous garantissent aussi que c'est eux, en fait, qui vont s'occuper de cette mutualisation. Voilà. Oui. C'est pas mal. D'accord. Alors, Talia Cavillon, je te laisse la parole. Oui, je voulais juste revenir sur certains points, même si on les approfondira plus tard. Par rapport à la constitution de groupes, je voulais juste vous dire qu'en fin de compte, les organismes de formation, pour qu'il y ait une certaine rentabilité, hein, il faut au moins minimum 7 à 8
7 à 8 personnes qui suivent une formation, et pas forcément 10. Hein. Donc, on a même eu des fois des groupes de 6. Hein, on a même eu des fois des groupes de 6. Donc, ce n'est pas forcément le chiffre 10, hein, 10 ou 12. Généralement, c'est on va dire, de 7 à 12 maximum. Hein, mais on peut constituer un groupe en dessous, quoi. Donc voilà, je voulais revenir aussi sur ce qui a été indiqué par rapport à la mutualisation, par rapport à d'autres structures mandataires sur un territoire. Donc l'organisme de formation, en tout cas un certain nombre sur le territoire, c'est eux qui vont chercher à constituer un groupe. Et donc ils vont se mettre en accord, du moins ils vont se mettre en lien avec un certain nombre de structures avec qui ils ont l'habitude de travailler. Et en fonction de la communication qu'ils vont faire sur le territoire, de transmettre les dates, ils vont constituer un groupe. Donc, c'est sûr que s'ils travaillent avec une ou deux structures, ça sera un peu plus compliqué parce que pour constituer le groupe, ça va s'appuyer que sur une ou deux structures mandataires. Mais généralement, en fonction du territoire, s'il a beaucoup de structures, plus il travaillera avec beaucoup de structures, plus il aura de chances de constituer un groupe. Hein, s'il travaille avec, je ne sais pas moi, 4 structures, il peut demander 2 personnes par rapport à chaque structure mandataire. Et comme ça lui permettra de constituer un groupe. Donc, tout va dépendre comment l'organisme de formation a l'habitude de travailler avec ses partenaires sur le territoire. Très bien. Sabrina, je vous laisse la parole. Alors, nous, on a contacté Hyperia qui nous a mis en relation avec Madame Pontanella. Du coup, ce n'est pas des formations sur plusieurs jours, mais c'est des ravis, donc ils appellent ça des relais d'assistante de vie. Et en fait, c'est des sessions donc c'est 5 sessions sur 3 heures. Et du coup, on s'est dit que peut-être ça peut être un tremplin à la formation. Donc, on va mettre ça en place, on va voir ce que ça donne. Mais du coup, ça mobilise moins de temps une auxiliaire de vie. On est parti sur des après-midi parce que les après-midi, il y a moins d'aide à la personne. Et les heures de ménage, on peut éventuellement les décaler. Donc, voilà, on va essayer ça. Alors, je pense que je vous présenterai un peu plus précisément le dispositif des ravis. Mais il faut juste que je vous indique quand même une précision. C'est que pour la mise en place d'un ravi sur les territoires, à l'heure actuelle, on a à peu près 33 dispositifs sur tous les territoires et les DROM compris. Avant de mettre en place un dispositif, on conventionne avec le département. C'est-à-dire qu'on met en place une convention avec le département ou si on n'arrive pas à avoir une convention avec un département, on peut mettre aussi en place des chartes avec des partenaires. Donc d'ailleurs, on a des chartes avec des fois des structures mandataires en direct. Et à partir de là, on fait un appel à candidature des organismes de formation pour les faire rentrer dans le dispositif, pour leur demander qui serait intéressé pour travailler et être opérateur par rapport à ce dispositif. Et à partir de là, on monte des ravis. Donc, je voulais juste vous donner cette précision parce que, en fin de compte, on part déjà sur un conventionnement ou une charte. Et à partir de là, on déploie avec un organisme de formation et ensuite, la dernière phase, c'est vraiment de mobiliser les partenaires pour trouver des publics pour pouvoir y participer. D'accord. Il y a combien de départements qui ont signé ce dispositif? On a à peu près 33. On en a à peu près 33. Ah voilà, d'accord, 33 départements et dans chaque département, il y a plusieurs projets. En fin de compte, la première phase qu'on fait, nous, c'est qu'on se rapproche du département pour proposer une convention. Parce qu'il y a une communication qui est faite par rapport à leurs fichiers, à tous les PE, pour pouvoir justement sourcer et informer le maximum de personnes sur un territoire. Donc déjà, c'est pour ça qu'on conventionne avec un département.
Si ce n'est pas un département, on a des fois des agglomérations, on a des partenaires du type, on a des fois des clics avec des structures mandataires sur d'autres territoires. Et des fois, on signe une charte directement avec des structures mandataires sur un territoire. Donc, on a 3 sortes de façons de monter un dispositif. Une fois qu'on a cette partie-là de valider, on fait un appel à candidature qu'on envoie aux organismes de formation pour leur dire, voilà, on a monté ce projet, qui voudrait y participer et être, entre guillemets, prestataire pour pouvoir monter les ravis sur les territoires. Donc, généralement, on sélectionne 2 à 3 organismes de formation, parce qu'il y a des territoires qui sont quand même très grands, et on sait qu'un organisme ne peut pas s'implanter partout. Donc, généralement, on privilégie 2 à 3 organismes, et ensuite, on travaille avec eux de façon à ce qu'ils mobilisent leurs partenaires pour pouvoir mettre ces dispositifs en place. Et comme disait, alors je ne sais plus, c'est Madame Nevzov, c'est ça, Sabrina, pardon. Généralement, c'est un tremplin vers la formation. C'est-à-dire que ça va leur permettre, donc ce n'est pas une formation classique pure issue de l'offre de formation d'Hyperia avec le catalogue, c'est-à-dire qu'on part des besoins des personnes et à partir de là, l'organisme de formation va mobiliser un expert pour pouvoir répondre justement aux besoins des personnes qui se sont inscrites. Donc, on peut avoir des groupes que sur de l'handicap, par exemple, ou d'autres, ça va être plutôt des questions liées à la prise en charge d'une personne qui est atteinte de maladie d'Alzheimer. D'autres, ça va être plutôt la nutrition ou gestion et posture. Donc, ça va être vraiment en fonction des besoins du public qui s'inscrit et des besoins que va récolter l'organisme de formation. Ensuite, il va mobiliser un expert. D'accord. Donc, en fait, la création d'un RAVI serait idéalement la première étape pour inciter donc ensuite les salariés à se lancer dans un process de formation. C'est ça, c'est un tremplin. Oui. Voilà, c'est un tremplin. Donc, ça va leur permettre déjà d'avoir une petite initiation, puisque c'est quelques après-midi. Hein, et ensuite, en fonction des discussions entre elles et des experts, et puis du centre de formation, ça va leur permettre d'identifier leurs besoins aussi personnels et de se dire, ah là, j'aurais besoin de me former beaucoup plus précisément sur telle ou telle question. Et puis, il y en a certains qui vont dire, écoutez, moi, ce que j'ai appris là est suffisant pour moi pour le moment, puisque vous avez répondu à mes questions et à mes besoins. Et la partie formation sera dans un deuxième temps. Donc, c'est vraiment… mais il faut bien comprendre que le RAVI, ce n'est pas la formation finale, quoi. C'est vraiment la première étape. Voilà. D'accord. Merci, Talia. Je vais laisser la parole à Sabrina, puis à Josette. Non, mais ça y est, moi, j'ai déjà… D'accord. Du coup… Vous avez la main levée. Ah, pardon. Voilà. Oui, moi, j'avais une question à Talia, parce qu'effectivement, nous allons rencontrer prochainement Hyperia pour le RAVI, pour essayer d'en mettre en place. Le fait qu'il y ait déjà 33 RAVI, avec cette expertise que je trouve très pertinente d'évaluer le besoin et d'adapter la formation ou le début d'une formation aux besoins, c'est ce qui vous permet aussi de faire évoluer l'offre de formation après d'Hyperia. Est-ce que ça vous permet, avec 33 RAVI aujourd'hui, de faire quand même évoluer le parcours de formation, parce que c'est ce qui nous intéresse, c'est après le parcours de formation des salariés du particulier employeur qui va devoir être mis en place. Alors, le catalogue de l'offre, juste au niveau du timing, c'est qu'entre janvier et le mois d'avril, on va identifier les remontées. C'est-à-dire que moi, en fin de compte, on est à la fois le service dev, les organismes de formation, mais aussi le service de certification.
On a des remontées, des fois, on a des remontées directement des salariés hein, par rapport à la plateforme qui ont des demandes. On a les organismes de formation qui nous disent, bah voilà, nos stagiaires, ils nous ont demandé, il y a des demandes par rapport à tel ou tel thème. Il y a bien sûr un certain nombre de structures mandataires avec qui on travaille, qu'on a interrogées, qu'on a questionnées. Et on a aussi des partenaires type prescripteurs avec qui on a travaillé sur le territoire, les RPE, voilà. Et tout ça, ce sont des choses qu'on fait remonter et en disant, voilà, cette année, on a des demandes par rapport à tel thème, tel thème, tel thème. Et on le remonte aux services pédagogiques qui, eux, élaborent l'offre et qui écrivent, c'est elles qui écrivent l'offre directement. Donc voilà. L'offre et donc pour après, ou alors parce que le catalogue, c'est un catalogue annuel. C'est un catalogue annuel et il faut savoir qu'après ce catalogue est présenté à la CPNEFP au mois de septembre. Et donc c'est eux qui valident le contenu et aussi on va dire les rajouts, les améliorations. Et puis aussi, il y a aussi des discussions par rapport aussi à des modules qui ne sont pas utilisés, entre guillemets, qui ne sont pas consommés. Hein. Donc, parce qu'il ne s'agit pas de faire un millefeuille et d'en rajouter chaque année. C'est aussi de faire une évaluation de qu'est-ce qui est consommé et qu'est-ce qui n'est pas consommé. Et puis aussi au regard des objectifs, hein, parce que bon, c'est vrai que sinon on aurait des fois des formations un peu farfelues. Donc c'est important qu'il y ait une vision globale de l'offre. D'accord. Donc en fait, le catalogue est présenté donc à l'organisme pour valider et donc vous le construisez pour l'année d'après. Oui, c'est-à-dire vous l'améliorez. Voilà, il est construit entre, on va dire, janvier et juin. Et ensuite, l'objectif, c'est qu'il soit présenté en septembre. Puisque la communication qui est faite aux organismes de formation et ensuite au niveau des partenaires, c'est fin octobre, début novembre. Voilà à peu près le timing, le calendrier. Pour vous adapter justement aux nouveaux besoins et puis donc voir les formations qui ont eu plus de succès que d'autres. Voilà, et justement, là, on est encore dans une période où on peut justement récolter, c'est pour ça aussi que c'est important que si vous avez des besoins, là, je les noterai et je les ferai remonter, parce que ça sera pris en compte vraiment dans toutes les demandes, de façon à ce que ça soit étudié, étudié et voir comment on peut faire évoluer le catalogue, parce que quelquefois, c'est des thématiques qui vont être absorbées dans un module. Quelquefois, ça peut être un module qui va être créé directement. Donc, vous voyez, c'est vraiment, c'est pas simplement on rajoute une ligne, hein, c'est comment cette demande va être analysée et va être intégrée dans le catalogue. Très bien, merci Thalia. Josette? Oui, c'est très intéressant ce que nous dit Thalia, parce que si on fait le parallèle avec la présentation par SPQR de la situation de la formation et de la connaissance de l'offre de formation par nos structures, c'est-à-dire moins d'un tiers qui sont orientés vers le particulier employeur, on peut se dire que là, on est à un moment un peu crucial avec ce groupe de travail qui se met en place et un deuxième qui aura lieu rapidement, c'est de pouvoir faire remonter effectivement nos besoins, que les structures qui sont autour de la table puissent. Alors, je suppose que déjà, Thalia, notre fédération, a fait le nécessaire les années précédentes, mais là, je pense que l'idée quand même de ce groupe, c'est de pouvoir faire remonter au maximum nos besoins en termes de formation et peut-être préciser des besoins un peu atypiques que nous pourrions avoir et savoir si on pourrait ou pas les intégrer. Je pense par exemple à des actions de formation en situation de travail, compliquées à mettre en place quand on est mandataire, puisqu'on n'est pas l'employeur, mais on n'est pas obligé d'y répondre aujourd'hui, puisqu'il y aura un deuxième temps de travail, mais je pense que
c'est pour nous des solutions qui pourraient être intéressantes, sachant que nous ne sommes que mandataires. Et prendre la main sur le particulier employeur, c'est compliqué. L'autre discussion, mais ça, les structures vont en parler aussi, moi je l'entends aussi dans la structure AGAD, avec Fanny, c'est que c'est vrai que le temps à consacrer à des formations pour des auxiliaires de vie est quand même compliqué parce que c'est du temps de travail et elles aiment leur travail, ça on ne peut pas enlever le reste, mais peut-être qu'il y a des nouvelles formes de formation qui peuvent être mises en place en télétravail, directement sur le net, même si on sait qu'il vaut mieux qu'elles se rencontrent pour échanger entre elles, mais il y a peut-être des bases qui seraient possibles sous cette forme-là. Bon, voilà, ça fait partie, je me dis, des sujets à réfléchir pour vraiment mobiliser aujourd'hui ces équipes pour aller vers de la formation, parce qu'on n'a pas abordé le parcours de formation. On n'a pas abordé aujourd'hui les personnes qui arrivent diplômées, elles arrivent diplômées, on peut les former, mais on a des personnes qui arrivent qui n'ont pas les diplômes. Donc, il faut se dire que ces personnes-là, nous, il faut qu'on puisse leur proposer, enfin moi je parle en tant que gouvernance, bien sûr il y a la technique, mais la gouvernance, on a une responsabilité. Quand on envoie quelqu'un chez un employeur, on a une responsabilité de la façon dont on va l'amener et lui donner la première base nécessaire pour aller en formation. Et puis ensuite, il faut l'amener vers une professionnalisation, donc un parcours qu'on doit bien identifier, nous, dans nos structures, pour que, à échéance courte quand même, on se dit en 2 mois qu'elle ait un socle de formation et qu'après, elle parte vers la formation traditionnelle qui va l'amener vers la professionnalisation. Enfin, je dis ces éléments-là pour lancer un peu le débat et qu'on réfléchisse vraiment sur la suite sur ce deuxième groupe et déjà peut-être réagir à ces propos. Alors, je vois Julien et Colline de Famille Emploi 67. Effectivement, moi je rejoins les propos qui viennent d'être dits, c'est qu'effectivement là dans un premier temps, si on peut juste proposer aux salariés et aux nouvelles embauchées qui n'ont pas de diplôme, juste des bases de leur métier pour après effectivement les porter vers une professionnalisation et vers un diplôme. C'est aussi ça qui est important dans nos métiers. Et comme dit, c'est dans notre agrément, c'est dans notre agrément pour fonctionner. C'est un gros point qu'il faut améliorer. Et par rapport au chèque emploi-service aujourd'hui, où un employeur particulier peut employer n'importe qui, nous, on a quand même les services mandataires ont quand même aujourd'hui ce critère d'emploi qui est important. Moi, je rebondis aussi sur une autre chose, c'est qu'effectivement, sur le Haut-Rhin, nous, on n'a pas de RAVI et que peut-être ça serait intéressant qu'on puisse le mettre en place. Si quelqu'un de Hyperia pourrait nous dire qui on doit prendre contact à Hyperia pour essayer de le mettre en place, ça serait pas mal. Alors, je vous explique, on a l'objectif cette année 2024 de déployer ce dispositif sur toute la France. Ouais. Donc, là, on y travaille depuis là, on a revu un peu notre stratégie et en fin de compte, l'objectif, c'est que ça soit couvert sur toute la France. Voilà. Après, pour répondre à votre question, quel est l'interlocuteur chez Hyperia pour pouvoir avoir les informations? De toute façon, je vous donnerai mes coordonnées à tous. Et ensuite, je vous réorienterai sur une de mes collaboratrices au niveau territorial. Voilà. Mais en tout cas, vous aurez mes coordonnées. Comme ça, pour toute question, déjà, je vous tiendrai au courant aussi de où est-ce qu'on en est par rapport au rendez-vous, parce qu'il y a des rendez-vous actuels avec les départements, justement pour des négociations, pour pouvoir mettre en place des RAVI. Donc ça, je vous tiendrai au courant. Et puis, voilà, donc, en tout cas, je vous laisserai mes coordonnées pour que vous ayez… alors là aussi, on pourra en parler peut-être dans un deuxième temps, la deuxième réunion, de comment on pourrait vous informer, peut-être faire des visios plus régulières avec vous, de façon à ce que vous ayez une vision de comment on avance sur le territoire et être plus à votre écoute.
Parce que voilà, on souhaite vraiment être aussi partie prenante sur le avis qui peut être ouvert sur le 68. D'accord. Très bien, merci. Julie Franco, de la structure Archer. Oui, je voulais rebondir sur ce qu'a dit Joseph concernant les modalités de formation, sur les retours de salariés que j'ai pu commencer à avoir. On a beaucoup de distanciel qui revient aujourd'hui. Et je pense qu'il y a une réflexion à avoir parce que pour elle, c'est un frein de partir, de prendre la voiture, d'avoir des frais, d'aller loin. Là, aujourd'hui, je suis en contact avec un organisme de formation qui est dans mon territoire, mais le distanciel revient beaucoup. Je peux le faire à la maison ou alors je peux le faire dans les locaux d'Archer parce qu'on est en capacité d'avoir des salles, donc d'avoir le distanciel, mais un petit peu encadré tout de même. Donc, moi, je réfléchis vraiment à ça aujourd'hui pour les salariés. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. En fait, la première phase, avant vraiment de rentrer dans vos besoins précis et dans le parcours vraiment de professionnalisation, je voulais que l'on réfléchisse justement au mode de communication qui serait optimum, justement pour que vous, structure mandataire, vous ayez une information plus régulière dans comment on peut qu'est-ce qu'on peut vous proposer pour mettre en place cette communication, d'une part, et d'autre part, une communication plus pertinente pour mobiliser les salariés des particuliers employeurs. Je ne sais pas, Josette, ce que vous en pensez, mais on peut déjà peut-être, là je vois, il reste un quart d'heure, parce que le parcours de professionnalisation, peut-être qu'on en parlera dans un deuxième temps. Ah, vous avez coupé votre micro. Oui, il n'y a pas de souci, hein, Nathalie, j'évoquais juste le sujet parce qu'effectivement, le temps passe et qu'il faut qu'on ait en tête que le sujet il est assez global. Donc, mode de communication, Nathalie, dans le sens d'améliorer hein, la façon de communiquer avec le particulier employeur. C'est ça. Ben, je pense qu'il faut peut-être que chacun en tour de table nous explique aujourd'hui, s'ils font une info auprès des particuliers employeurs de leur secteur. Moi, je ne suis pas capable de vous répondre, mais Fanny sûrement va vous dire ce qui se passe par rapport à la connaissance que l'on peut avoir ou donner aux particuliers employeurs. Oui, mais en fait, nous, quand on fait le courrier aux intervenants en début d'année, on fait aussi une information aux employeurs en disant qu'on envoie à leurs salariés une offre de formation, que la formation est obligatoire. Et voilà. Ah, voilà. Mais on ne leur donne pas, Fanny, aussi. On ne leur donne pas à eux l'offre de formation. Non. Non. Vous donnez aux particuliers employeurs pour qu'ils en informent leurs salariés, c'est bien ça? Non, en fait, j'envoie à l'intervenante l'offre de formation et je fais un petit courrier à l'employeur lui disant que je viens d'envoyer justement à leurs salariés une offre de formation, que la formation est obligatoire pour une qualité de service, etc. Pour éviter les refus. Mais nous, on n'a pas tellement constaté de refus de la part des employeurs, en fait. D'accord. La structure chez nos aînés? Oui, alors finalement, les particuliers employeurs nous sont informés plutôt au début de la mise en place du contrat, etc., via le livret d'accueil. Après, on ne fait pas forcément d'informations. Puis il y a quand même le mandataire nécessite quand même beaucoup d'informations. Et c'est vrai que je pense que la formation est noyée, clairement. Et oui, je pense qu'il y a un manque de visibilité des particuliers employeurs. Je pense que ça leur passe, mais complètement au-dessus. Alors, quand on va mettre en place la formation, on va avec le bulletin d'inscription, on va les solliciter. Ils vont être tout à fait d'accord, ils vont être pour que la salariée parte en formation. Mais je pense qu'ils sont un peu noyés par toutes les infos voilà, que le particulier employeur doit emmagasiner. Donc, mais oui, j'avais pas l'idée d'informer tous les ans, de revenir un peu dessus, par un courrier ou autre, d'informer le particulier employeur de l'obligation de la formation, etc. Donc, c'est des pistes à envisager, mais
voilà, ils sont quand même noyés par beaucoup d'infos, les particuliers employeurs. Donc c'est vrai que nous, c'est pas quelque chose qu'on met en avant systématiquement et régulièrement. Très bien. Je vois Julien et Colline, hein, Famille Emploi 67. Oui, alors effectivement, hein, donc l'information, les particuliers employeurs le trouvent chez nous dans notre livret d'accueil. Après, on communique avec eux par courrier encore, hein, on est encore à ce stade-là, parce qu'on a encore beaucoup de personnes d'un certain âge qui n'ont pas les outils informatiques. Donc, quand il y a des nouveautés par rapport à la législation, des évolutions, effectivement, ils ont l'information. Mais c'est vrai, il faudrait peut-être trouver quelque chose de plus parlant, parce qu'il y a des fois, effectivement, c'est les particuliers employeurs qui reçoivent l'information, mais il y a des fois les enfants qui gèrent par derrière. Donc, peut-être que voilà, faire évoluer aussi nos systèmes à nous d'information, nos canaux d'information par des sites Internet, et des choses qui puissent les aider dans toutes ces démarches-là. D'accord. Faire évoluer les modes de communication. Parce que soit les particuliers employeurs ont trop d'informations, soit ils n'ont pas conscience que l'information est obligatoire, et que le parcours de professionnalisation de leurs salariés est primordial en fait. Tout à fait. Pour les employeurs, en fait, la formation, c'est vraiment pas quelque chose d'important parce que leur salarié, elle vient déjà travailler, elle fait déjà le job, mais il y a tellement de choses à faire évoluer, rien que dans la geste et les postures pour éviter les accidents de travail, tout ça. Et ça, ils en ont pas conscience. Oui, puis ils pensent pas au futur, en fait, au fait qu'avec le vieillissement, ils auront des besoins complémentaires et que ne pourra pas assurer la SPE si elle n'est pas formée. Tout à fait, parce qu'aujourd'hui, on est dans le cas où en fait, les particuliers employeurs commencent par 2 heures de ménage chez nous. Voilà. Au fur et à mesure, l'état de santé se dégrade, ils ont besoin d'une aide à la toilette. Alors au début, ça va être une surveillance, donc la dame qui fait que le ménage, elle fait le ménage, elle est là surveillée au cas où, pendant que la personne fait sa toilette. Mais au fur et à mesure que l'état de santé se dégrade, effectivement, à bout d'un moment, on a des personnes, elles ne sont plus en capacité de le faire et elles ne veulent pas prendre ce risque-là de peur d'avoir des problèmes. C'est ça. Et c'est là où, justement, on pourrait leur dire, on peut vous envoyer en formation pour que vous puissiez prendre cette habitude-là. Après, ce n'est pas donné à tout le monde non plus, hein. Il y a des dames qui ne voudront pas faire de toilette, elles ne veulent pas, il faut aussi l'accepter, ça aussi. D'accord. Josette. Micro. Oui, je pense qu'en réfléchissant, hein, il y a 2 niveaux. Si je prends l'exemple du département de la GAD, je me dis, on est en train de travailler sur la refonte du site internet, par exemple. On est capable de faire parler des intervenantes sur leur métier, on est capable de faire des petites visios des employeurs pour valoriser aussi la qualité de service de la GAD. Et je pense que sur la formation aujourd'hui, on ne fait rien. Globalement, hein, c'est-à-dire qu'on pourrait aussi valoriser les parcours de formation ou les formations des salariés auprès des employeurs sous une forme de communication qu'on n'a peut-être pas encore trop déployée pour faire connaître et pouvoir faire dire à des intervenantes, mais voilà, j'ai fait telle formation, ça m'a permis d'eux. Je voudrais aussi dire, mais ça je le pose comme ça, quand une entreprise envoie des salariés en formation, donc ça c'est aussi le particulier employeur, ben, c'est quand même lui qui doit évaluer le besoin de son salarié pour l'envoyer en formation. Donc peut-être qu'on a un travail un petit peu plus de proximité aussi à faire avec les particuliers employeurs. Alors c'est pas simple, hein, quand on a 450 employeurs, on ne peut pas faire ce travail-là avec tous les employeurs chaque année, mais il faut peut-être qu'on réfléchisse à l'évaluation des besoins, peut-être le travailler. Alors on parle de RAVI, on parle de… Je ne sais pas si ça peut se faire de cette façon, mais l'évaluation du besoin, il est aussi l'expression des particuliers employeurs, bien sûr de la structure mandataire qui va évaluer des besoins, mais nous, on représente aussi le particulier employeur pour l'amener davantage à s'y impliquer. Et troisième point, sur la stratégie de communication de la fédération, qui est en cours
de réflexion, Nathalie. Je pense Oui. que c'est un vrai sujet sur lequel Tout à il faut fait. s'accaparer parce que plus notre fédération va aussi évoquer ce sujet en communiquant de façon descendante auprès des FEPEM, etc., plus on aura peut-être d'implication du particulier employeur vers cette offre de formation. Merci beaucoup, effectivement, Josette. Fanny? Oui, simplement pour dire que ce que nous avons mis, nous, en place avec nos équipes. Quand des particuliers employeurs nous appellent pour nous remonter des difficultés dans le travail, un travail qui ne serait pas bien fait éventuellement, mes équipes ont pour habitude justement de me remonter ces informations afin que j'envoie les salariés en formation, mais en font aussi l'information aux particuliers employeurs en leur disant, ben voilà, on peut vous proposer, il y a des formations qui existent, et si votre salarié effectivement ne fait pas bien le ménage, on va l'envoyer en formation ménage. C'est une habitude qu'elles ont prise dès l'instant où on nous remonte des difficultés. Voilà. D'accord, très bien. Merci. Est-ce que d'autres structures souhaitent témoigner donc, sur ce sujet de comment… Alors, Virginie Dauch. Oui, moi, je veux bien témoigner. Nous, c'est plutôt en fait, nous, on n'informe pas vraiment les particuliers employeurs parce que déjà, on n'avait pas vraiment connaissance de tous les dispositifs. Mais en plus de ça, alors nous, sur notre secteur, les particuliers employeurs se reposent vraiment sur nous. Et donc, en fait, comme disait une autre personne, il y a tellement de paperasse, tellement d'inquiétudes aussi de leur côté que ce n'est pas du tout leur préoccupation. Et en plus d'eux-mêmes, avec les retours qu'on a, déjà dès qu'une salariée part en congé ou autre, c'est dramatique pour eux. Alors d'eux-mêmes, ils ne vont pas l'envoyer en formation. D'accord. Oui, ils n'ont pas conscience en fait de l'intérêt des formations. D'accord. Virginie Dauch. Moi, j'avais le même retour que Sabrina, c'est-à-dire que nous, les employeurs, on n'arrive pas à les toucher. On leur envoie une communication tous les ans, on leur en parle tous les ans. Dès qu'il y a des conflits ou des problématiques avec les salariés, on lance du coup la formation. On dit qu'on peut les accompagner, qu'ils auront un ou une remplaçante. Mais même dans le questionnaire de satisfaction qu'on fait tous les ans, le retour à la formation, ils savent, ils cochent qu'ils savent qu'ils ont cette obligation et qu'ils peuvent les former et qu'on les accompagne et qu'on fait vraiment tout. On fait vraiment du début jusqu'à la fin. Et non. C'est le côté employeur, on n'arrive pas, ils ne voient pas l'intérêt, ils ne comprennent pas, ils ne veulent pas, tout simplement. C'est impossible, en fait, ça n'émane jamais de l'employeur, ce genre de formation. Donc, en fait, il faut vraiment toucher les particuliers employeurs, aussi bien au moment où ils viennent vous voir pour la première fois, qu'ils appréhendent le livret d'accueil pour les… Il y a le livret d'accueil, la responsable secteur va sur place du coup pour les informer. Moi, pour notre vision à nous de la Haute-Vienne, en tout cas, les employeurs, ça ne les intéresse pas et ils ne sont pas demandeurs. Même quand du coup ils estiment que leur salarié n'est pas formé, alors j'exagérais, mais qu'elle ne sait pas faire le ménage ou que pour eux ça ne correspond pas, on leur propose, on leur dit que c'est au moins de faire former leurs salariés sur les bases de l'entretien du logement ou autre. Ils ne veulent pas. On n'arrive pas. Il n'y a que pour moi le salarié que s'il souhaite se faire former, il est entre guillemets, c'est pas mais il l'impose à son employeur. C'est peut-être pas le bon terme, mais chez nous c'est comme ça. Oui, c'est ça aussi. Nous on a cette problématique là en tout cas, et que maintenant c'est que les salariés n'arrivent même plus à vouloir aller en formation. Ça c'est une autre problématique encore. D'accord. Là, il y a plusieurs freins qui sont identifiés. D'autres structures rencontrent ces freins aussi, plus ou moins fortement. Ok. Donc là, il y a vraiment
un souci de communication et de prise de conscience, en fait, de la part de ces particuliers employeurs, de l'intérêt de la formation de leurs salariés, en fait. Donc, il faudrait qu'on réfléchisse à des moyens de communication plus percutants pour amener pour inciter les particuliers employeurs à presque obliger leurs salariés ou à motiver leurs salariés à déjà peut-être dans un premier temps participer à un RAVI et dans un deuxième temps suivre une formation. Julien et Colline? Oui, je rejoins Virginie, effectivement, les employeurs, on a beau leur parler de formation, ils vont préférer en fait changer d'intervenant directement en se disant je préfère la licencier ou faire une rupture de période d'essai quand on est dans la période d'essai, que d'essayer de former la personne. Voilà. Après, c'est aussi notre rôle en tant que structure mandataire de leur expliquer les choses, qu'on ne peut pas avoir une salariée qui, la première fois qu'elle intervient, arrive à tout faire, à tout comprendre, parce que chaque personne est différente, chaque employeur est différent, chaque maison est différente. Enfin, voilà, chaque personne a sa manière de faire. Mais c'est vrai qu'on est plus sur le fait de dire oui, je préfère changer, avoir une nouvelle personne et basta, et pas la former. Mais après, à notre niveau, on en discute entre nous avec Colline. Pour les envoyer en formation, on n'aurait pas tant de problèmes que ça au niveau des remplacements, parce qu'ils adhèrent bien au fait d'avoir une personne, que leur salarié, elle a 5 semaines de congé, qu'elle doit les prendre, elles les prennent. Et sur les situations, on va dire, où il y a plusieurs passages par jour, 7 jours sur 7, en fait, on a souvent mis des petites équipes en place, elles sont plusieurs, et donc elles s'arrangent entre elles quand elles prennent leur congé. Donc, on pourrait très bien fonctionner sur le même principe sur des formations. Donc ça, c'est pas vraiment un frein pour nous. Mais le frein, oui, c'est plutôt l'employeur qui se dit je dois payer, je dois faire l'avance. Alors que c'est plus vrai aujourd'hui, effectivement, mais ça, dans leur idéal, ça reste quelque chose d'ancré chez eux. D'accord, merci en tout cas pour tous ces témoignages. Donc là, on va quasiment arriver à la fin de ce premier temps. Ce que je vous propose peut-être pour la prochaine fois, c'est dans 15 jours à peu près, c'est que chaque structure peut-être nous présente ses besoins spécifiques. Et ensuite, peut-être Thalia, vous ferez une présentation des formations les plus, celles qui ont le plus de succès. Enfin, je ne sais pas comment vous souhaitez présenter le catalogue ou le parcours de formation, on avait dit aussi. Oui. Moi, j'aimerais bien aussi qu'on parle de tout ce qui est AFEST, les AFEST, les stages, toutes ces questions aussi qui se posent à nous et qui sont complexes par rapport au modèle mandataire. D'accord. En tout cas, moi, j'avais prévu de faire vraiment une présentation un peu globale, de parler de l'offre et en même temps de discuter, de voir avec vous en termes de communication quelles seraient les pistes. Justement pour que vous puissiez toucher plus facilement. Alors, je vous donnerai peut-être des expériences dans d'autres territoires qui fonctionnent. Je pense que c'est bien de parler des obstacles et des freins, mais c'est bien aussi de parler de certaines structures où ça fonctionne. Et puis aussi les modèles, en fin de compte, de comment certaines structures se sont emparées de cette question de la professionnalisation et comment elle fonctionne. Donc voilà. Alors après, si vous avez des questions d'ici là, vous pouvez passer par Nathalie et je pourrais peut-être répondre à des questions très précises. Si vous pouvez les transmettre un peu avant, comme ça, je ferai 2-3 slides par rapport à certaines questions, notamment les questions administratives sur la durée, des remboursements, des choses comme ça, pour plus vous expliquer les choses. Et puis, vous parlez aussi un peu des fonctionnements des organismes de formation.
comment il faut, un peu des pistes, comment il faut un peu travailler avec eux. Et vous dire aussi que nous, sur notre... bon, je vois, il est 31, je suis désolée, j'ai dépassé d'1 minute. Mais aussi, vous parlez aussi du label Hyperia, comment ça fonctionne, comment on a des organismes de formation qui sont intégrés dans notre réseau et on a aussi des organismes de formation qui sortent. Ça fait que sur certains territoires, il y a quelques fois, on a tant d'organismes, et puis 6 mois après, ça bouge beaucoup. On a des entrées et sorties permanentes tous les 2 mois. Donc là aussi, c'est important qu'on vous parle un peu de tout ce fonctionnement, et on parlera aussi d'une chose, de la formation en distanciel, la FOAD. Donc là aussi, on en parlera. On parlera de la certification et aussi cette nouvelle compétence, nouveau service des conseillères en évolution professionnelle. Donc, je vous donnerai aussi quelques éléments sur cette nouveauté. Voilà, donc... Merci, merci beaucoup, Thalia. J'ai un dernier témoignage de chez nos aînés. Oui, on a vu dès le début de ce temps, ce matin, avec les résultats de l'enquête, où il y a un manque de visibilité du mode d'intervention mandataire en général. Donc là, on est sur la rubrique, entre guillemets, formation. Je pense que, vraiment, là, moi, je me pose vraiment la question de comment je peux communiquer, mais pas que aux adhérents, aux mandants et que aux salariés, mais un peu plus généralement, comment est-ce que je peux défendre le mandataire? C'est vraiment ma question aujourd'hui. Voilà, comment est-ce que... Parce que j'ai l'impression, en tant que structure mandataire, de toujours devoir justifier qui je suis. Donc voilà, je pense que c'est quelque chose qui fatigue un peu les esprits, de devoir justifier tout le temps qui on est, et donc en découle la formation. Voilà, comment ça se dit. Voilà, je pense qu'il y a une réflexion à faire aussi, et donc ça rejoint en fait ce que disait, je ne sais plus comment il s'appelle, tout à l'heure. En tout cas, voilà, on voit bien les résultats de l'enquête qui appuient. Voilà, et nous menons justement, donc pour information, on mène on va être aidé par un cabinet, une agence de communication. On va mener vraiment une stratégie de communication importante. Nous avons notamment un groupe de travail. Et voilà, ça fait partie des réflexions de la fédération, effectivement. Comment défendre ce modèle? Comment le valoriser? Voilà, auprès du grand public, mais aussi auprès des organismes institutionnels. Donc, il y a un gros travail de valorisation, effectivement. Déjà de connaissance, parce que rien que le terme mandataire n'est pas forcément bien compris du grand public et des institutions. Donc, voilà, sachez que nous démarrons un projet dans ce sens. Je laisse peut-être Josette le mot de la fin. Alors, oui, juste pour dire... Pour dire qu'effectivement, concernant la communication, pour ma part, je suis depuis 2 ans présidente de l'association AGAD, qui est mandataire à 100%, au bureau fédéral depuis juillet 2023. Les questionnements qui pouvaient être les miens, comme peuvent être les questionnements de la personne qui vient de parler, j'ai plus son prénom en tête, c'était les miens aussi, mais depuis, franchement, depuis peu, je suis archi convaincue du modèle mandataire. Pour être très concret, donc on a fait un service, on a fait le salon des services à la personne, on a eu l'occasion de faire une conférence sur le modèle mandataire et son avenir. Ce que je peux vous dire déjà, c'est qu'au salon de l'aide à la personne, il y avait un stand de la fédération mandataire avec des flyers extrêmement bien faits. Donc déjà, à titre de façon très concrète, récupérer ces flyers auprès de la fédération mandataire, vous pouvez les disposer, vous avez les avantages, les inconvénients, enfin il y a plein d'éléments très très positifs à déployer localement pour défendre ce qu'est le modèle mandataire. Rien n'est gagné, nulle part, ni aux prestataires ni aux mandataires, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a un gros travail qui a déjà été fait en 2023, depuis le mois de juillet, et moi je dis merci aux équipes parce qu'elles s'y sont beaucoup impliquées, fédérales. Il y a quand même déjà des outils existants
Voilà, que vous pouvez déployer. Et puis derrière, comme le dit très bien Nathalie, il y a une stratégie de communication qui se met en place avec un bureau spécialisé de communication pour travailler encore plus sur comment encore plus communiquer. Mais on est aussi, nous, des relais de cette communication et il faut croire dans ce que l'on fait et se dire aussi que ce modèle, si on le défend, c'est qu'on pense qu'il a de l'avenir parce que c'est le libre choix. C'est quand même le libre choix de la personne de décider, qu'elle soit employeur ou salariée, de ce qu'elle veut faire, comment elle veut le faire et à quel moment elle veut le faire. Voilà ce que je dirais en mot de la fin. Nathalie. Merci Josette. Effectivement, nous avons déployé donc conçu et déployé des nouveaux flyers au moment du Salon des services à la personne de novembre dernier. Un flyer à destination des salariés des particuliers employeurs, un autre à destination des particuliers employeurs avec tous les éléments de langage pour valoriser et pour expliquer en fait à chaque particulier employeur quel est l'avantage de faire appel à un mandataire, voilà, par rapport aux autres modes d'aide à domicile. Donc, je me propose de vous envoyer une rapide synthèse de nos échanges d'aujourd'hui et de vous envoyer justement les 2 flyers. Super. Voilà. Parfait. Merci à tous. N'hésitez pas à nous écrire si donc vous avez pour exprimer les besoins en formation que je relayerai à Talia avant notre prochain point donc qui aura lieu dans 15 jours. Vous avez dû recevoir un mail récap. Hein. Absolument. Voilà, nous restons en contact. Merci beaucoup pour vos participations et à très bientôt. Bonne journée. Merci. À bientôt. Merci à tous. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.